On a dit 2 heures de temps. Oui, malheureusement. Malheureusement, oui. Donc, on va au moins essayer de finir la partie de FST. Si on a le temps, on peut la finir à la minute, sinon, je pense que ça va être pour demain. Ok. D'accord. Donc, on était en train de d'apprêter notre donnée pour générer les valeurs des FST. Et pour ce faire, on avait besoin, qu'est-ce qu'on va partager mon écran. Bien. On était sur là ici. Vous voyez mon écran, je crois. C'est bon, oui, c'est bon. On voit l'écran. OK. Donc, je vais faire comme si on vient de commencer tout de suite. On met ça à 0 ici. Là aussi, on le met à 0. Voilà. Donc, on était ce matin où je ne sais pas, c'est au moment où on a été coupé, on avait commencé par définir le répertoire de travail. Ensuite, appeler la librairie dont on aura besoin pour faire l'analyse. Qui sont McQueen, Data.table, Tidyverse, Deplir, Document, ADSINET, IFStat et JPlot2. Et le DF était la variable qui contenait notre génotype. Donc, quand on a fait DF égale à FRIT IPCI génotype, on avait ce fichier-là ce matin. On va l'ouvrir, il était là. Donc, on avait continué à lire ce qu'on appelle la liste des échantillons, qui était sample name, puisque ce fichier va venir sans le nom des échantillons. Donc, sample name, on l'a lu dans sample ici. Sauf qu'avant, au moment où on a été coupé, ces sample name, j'ai ajouté certaines variables pour qu'on aille un peu plus vite. Donc, je l'ai modifié. Alors, ça va toujours rester la liste des échantillons qui est dans ID, mais j'ai ajouté les métadata. Les métadata, c'est Recording in progress. Les métadata que nous, on va utiliser ici pour faire notre FST. C'est que nous, on a supposé que certains de nos échantillons ont été collectés dans un village qu'on appelle le village A, et d'autres échantillons ont été collectés dans un autre village qu'on appelle le village B2. Donc, notre objectif, c'est de calculer les FST entre le village A et le village B pour voir est-ce que les parasites collectés sur le village A sont trop différents des parasites collectés dans le village B. Donc, j'ai ajouté cette colonne qu'on appelle location. Et ensuite, j'ai ajouté aussi level. Vous allez remarquer que partout où c'est village A, on a mis level 1. Et partout, c'est village B, c'est level là, on a mis level 2. Donc, ici, nous avons on va avoir 2 niveaux de comparaison. On pouvait avoir plus de seul. On pouvait avoir 3 villages. Ça allait être village C, ça peut aller level 3. Village A, ça pouvait continuer. Mais vraiment, on va imaginer le cas le plus simple possible. Alors, ça, c'est dans les villages qui seront catégorisés en 2 niveaux, level 1 et level 2. Est-ce que vous comprenez déjà ces métadata? Ça, ce sont des informations qui ont été ajoutées à la liste. Avant que vous partiez, on avait que cette information, ID seulement dans la colonne, mais il n'y avait pas ces deux colonnes. Donc, j'étais obligé de continuer à peaufiner les choses. Donc, là, on se retrouve avec un fichier que, quand vous êtes en train d'analyser vos données, vous êtes obligé de faire. Vous êtes obligé d'amener votre métadata. Et c'est le métadata qui va vous dire l'échantillon vient de quel village, quel est l'âge des patients. Si vous voulez comparer les parasites par tranche d'âge, donc vous allez tout à fait comprendre que si vous voulez constituer des tranches d'âge de 5 ans, 0 à 5 ans, 5 à 10 ans, 10 ans et plus, vous allez voir que vous allez avoir 3 groupes. 0 à 5 ans va être le premier groupe, 5 à 10 ans va être le deuxième groupe, et plus de 5 ans va être le troisième groupe. Ou bien si vous voulez comparer les parasites
qui ont été soumis à l'effet des médicaments A ou des médicaments B. En tout cas, tous les scénarios sont possibles. Et nous, ici, les scénarios qu'on va prendre, c'est qu'on a collecté des parasites dans 2 villages, village A et village B. Ça, c'est bon. Donc, ici, on avait essayé de donner un call name à notre data frame. Donc, le call name de notre data frame va être chromosome position, et référence et allèle alternative, et puis sans call name avec leur ID. Donc, si on rend ça, on va avoir un data frame qui est là avec des entêtes. Ils sont bien propres maintenant, pour chaque échantillon, pour les 39 échantillons. Donc, les 39 échantillons sont divisés en 2. Certains échantillons proviennent du village A et certains autres échantillons proviennent du village B. Alors, on dit data frame DF égale A, DF égale, on le convertit en data frame en fait. Tout ça, ça avait été fait. Donc, ici, on est en train de changer cette information. Si c'est 0, 0, on dit de mettre 0. Si c'est 1, 1, on dit de mettre 1. Si c'est 0, 1, on dit de mettre 1. Et si c'est point, point, on dit de mettre N pour dire que c'est missing data. Donc ça aussi, on va le rendre. Ça, on l'a fait. On rentre et puis on attend le résultat. Voilà. Donc, on peut regarder maintenant notre DF. On voit que notre DF ne contient que soit des 0, soit des 1 ou bien des N. C'est bon? Oui. Jusque-là, c'était bon. On avait fait tout ça ensemble. Ensuite, on avait dit qu'on avait plus d'1 million de positions. Et 1 million de positions, ce n'était pas facile pour pouvoir travailler en interface graphique. Sauf si on écrit un script qu'on va soumettre à un serveur. Puisque ce n'est pas le cas. On veut juste vous montrer l'exemple ici, comment ça s'est fait. Alors, c'est pourquoi on s'est dit qu'on va sélectionner par hasard, faire un tirage aléatoire, sans remise, de 100 positions par chromosome. Donc, ces codes-là, on avait écrit aussi ensemble. Chromosome 1, on a tiré ces 100 positions. Chromosome 2, c'est 100 positions. Chromosome 3, chromosome 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Et là, on avait sélectionné les data frames sur la base de ces sélections-là. DF1 va être pour le chromosome 1, DF2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Et là, on va concaténer tous ces 14 chromosomes dans un seul data frame. On fait DF égale à R20 de tous les 14. On va avoir un DF qui est à 1400. 1400 qui va faire 100 positions par chromosome. Ça aussi, c'est bon. Alors, c'était limité ici qu'on avait avancé. Je pense qu'on avait fait ça ensemble aussi. Oui. N'est-ce pas? Donc, DF1, on avait dit qu'on allait se débarrasser de 2 premières positions. Là. Chromosome et position, pour le moment, on s'en fout. Si on veut réellement avoir les fast and file des fichiers de consensus. Donc, pour un début, on va se débarrasser de ce 2-là. On va dire DF1 égale à DF sans la première colonne et la deuxième colonne. Donc, on va trouver un DF1 qui va directement commencer par la référence, allèle alternatif et les échantillons. Ensuite, on récupère l'information des colonnes dans une variable qui s'appelle cols. OK? Et DF1, on le convertit en data frame, puisqu'on a fait une opération là-dessus. Donc, chaque fois, c'est plus facile de manipuler les objets type data frame quand on est dans R. C'est pourquoi le plus souvent, quand il y a une matrice
qui est sous forme de tableau, on le convertit en format data frame. Donc, ici, l'objectif, comme je l'ai dit, c'est pour pouvoir convertir en caractère les éléments. Parce que c'est là où j'avais expliqué que 0 peut être égal à 0, mais ça peut être différent de 0 aussi. 0 en int et 0 en caractère, ce n'est pas la même chose. Donc c'est pourquoi on les convertit tous en caractère. Donc ce code-là permet de parcourir toutes les colonnes, de la colonne 3 jusqu'à la colonne, quand on prend DF1, de la colonne 3 jusqu'à la colonne 41. On va faire cette exercice. Donc, for I in 3 à n colonne de DF1, DF1, chaque colonne, on va systématiquement les convertir. Et après, c'est DF1 qu'on vient de créer, on écrase l'ancienne valeur de D1, on met DF1 dedans, parce qu'on veut parcourir pour changer les éléments. Donc c'est là où, voilà, je pense qu'on avait été coupé ici. On avait été coupé ici pour dire qu'on va utiliser des boucles fort imbriquées. Ça, c'était plus intéressant si l'autre là. Comment ça s'appelle? Vous pouvez expliquer comment parcourir les tableaux là Oui. avec les deux formules là, pour que les gens puissent comprendre un peu ce qui se passe de la liste là. Parce que quand on va comme ça, ça paraît un peu difficile. Binôme. Oui. C'est que tu peux ouvrir le. Binôme est où? Il peut afficher le data frame. C'est pour affiche le data frame. Le data frame, ok. Le data frame est là. Donc on a dans la première colonne. L'ensemble? En ensemble. Oui. Donc, voici comment se présente notre data frame qui va être transformé. Vous avez ici la référence. Ensuite, vous avez L'alternative. le including alternatif. Ensuite, vous avez les échantillons qui commencent par cette colonne SPT 0012 jusqu'au dernier échantillon, jusqu'au 39e échantillon. Donc, là, c'est comme si c'est l'échantillon 1, l'échantillon 2, jusqu'à l'échantillon 39. Et on va transformer notre data frame. Okay. Donc, ce que tu vas nous expliquer le code un peu étape par étape. Pardon? Voilà. Donc, le code, c'est quoi? C'est qu'il faut imbriquer, je ne sais pas comment ça, en termes beaucoup plus simple, comment le dire. C'est-à-dire intégrer des boucles. Les premières boucles qu'on va prendre, for I in n à n gros et df1. N gros, c'est le nombre de lignes. Row, c'est ligne. Donc, on veut dire de 1 jusqu'à la ligne 1400. De parcourir ça. Donc, si for I égale à 1, la première fois qu'on va rentrer dans le boucle, la valeur de I va être égale à 1. Et il va faire toutes les instructions qu'on va lui demander avec la valeur égale à 1. Après, quand on va sortir, à partir de là, la colonne, quand on va sortir, la deuxième fois qu'on va rentrer, il va prendre une autre valeur. Il va prendre maintenant la valeur 2. Donc, chaque fois l'incrémentation, à chaque fois qu'on sort du boucle et qu'on rentre, la deuxième fois, il va prendre la valeur 2. Et cette fois-ci, il va parcourir la deuxième ligne. Après, il va faire des instructions, sortir, et quand il va rentrer, il va prendre une valeur 3. Ensuite, il va prendre la valeur 4, la valeur 5, la valeur 6, jusqu'à ce qu'on finisse de parcourir tous les tableaux. C'est ça le rôle de ce premier I là, for I in 1 to n row df1. Maintenant, J, son rôle c'est quoi? C'est de parcourir les tableaux dans l'autre sens.
J égale à 1, on va être colonne in. J égale à 2, colonne 2. J égale à 3, colonne 3, colonne 4, colonne 5. C'est pourquoi il suffit de fixer I égale à 1 et faire varier les J, tu vas parcourir tous les tableaux. Imaginez si I égale à 1, J égale à 1, on va être là. Vous voyez mon curseur? Oui. I égale 1, J égale 1, on est là. Pas comment ça? Oui, oui. Oui. Oui, on voit. Vous me recevez? Oui, on te reçoit. Ok, donc je disais que I égale 1, on est sur la première ligne, J égale 1, donc ça veut dire première ligne, première colonne, c'est ici. Oui. Ensuite, I égale 1, J égale 2, donc ça veut dire première ligne, deuxième colonne. On a ça, G. Toujours I égale 1, J égale 3, on va avoir ça. I égale 1, J égale 4, on va avoir ça. Ces trucs-là, si vous devez les obtenir, regardez sur votre terminal en bas. J'ai fait DF1, j'ai fait les crochets. Donc, je mets 1,1. Ça veut dire première ligne, première colonne. Qu'est-ce qu'on voit ici? C'est pas un A? Oui. C'est un A. Donc, si on fait Enter ici en bas, vous allez voir que la valeur va être égale à A. Je ne sais pas si vous voyez, c'est A là en bas. Oui. Ensuite, on fait première colonne, première ligne, deuxième colonne. Donc, on fait DF1, 2, on fait entrée, on va trouver G. Vous voyez que c'est G qui est là. Oui. Ensuite, on continue, on fait DF1, 3. Ça veut dire première ligne, cette fois-ci, troisième colonne. Troisième colonne, ça correspond à l'échantillon SPT 0012. Son résultat, c'est N. Normalement, si on exécute ça, on va trouver un N dedans. Est-ce que c'est bon? Donc, c'est comme ça qu'on parcourt. Donc, on va utiliser ces deux boucles-là pour parcourir tous les tableaux et changer les zéros par des nucléotides. Changer des 1 aussi par des nucléotides. C'est ça l'objectif. Ok. It makes sense? On se suit. Question? Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon? C'est bon. Ok, c'est bon, on peut continuer. Ok. Donc, vous voyez, for I in N jusqu'à N euro de DF1, ça permet de parcourir les lignes. Ensuite, ça c'est la plate est ouverte. Et dans ça, on met un deuxième bout. Donc, on met for J in 3 jusqu'à le nombre de colonnes de DF1. Maintenant, les instructions vont commencer. Alors, les instructions, toujours, on va dire si, if D1 de IJ égale à 0, ça veut dire que la valeur de DF1 de IJ, on veut que vous mettez là-bas le nucléotide qui correspond à la référence. Ça, là, c'est la référence. C'est bon? Quand on fait DF1 ici, DF1, 1, le 1, ça va correspondre à la référence. Mais si on fait le 1, 2, ça va correspondre à l'allèle mutant. Donc c'est pourquoi on dit, si c'est égal à 0, mettez dedans le nucléotide qui correspond, qui se trouve au niveau de la référence, de la colonne de référence. Mais si c'est égal à 1, mettez le nucléotide qui se trouve dans la colonne de l'allèle alternatif. Et ça, en exécutant ça, ça va changer tout notre tableau. Au lieu d'avoir des DF1 avec des 0,0, on va les avoir avec les nucléotides qui se trouvent ici. On va l'exécuter et vérifier si notre code a marché ou pas. On exécute ça et on vient regarder DF1. DF1, on est là. Regardez cette colonne, vous voyez ici. Cette position-là, SPT 16, vous voyez qu'au lieu que ça soit 0, on a mis un C là-bas. S'il vous plaît, est-ce qu'on se suit?
Oui. Ok, c'est bon. Alors, ici, vous voyez ici aussi, c'est le nucléotide G qui est. Sûrement, c'est un 0,0. Ici aussi, sur cette ligne, c'est soit un C, en tout cas, soit les nucléotides sur cette ligne, c'est soit un C ou un A. Si ce n'est pas un C, c'est un A. Partout où on voit un, on met l'allèle mi-temps. Partout où on voit l'autre là, 0, on va mettre l'allèle de référence. Et tout le tableau va être fait comme ça. Ok. C'est bon? Oui. Et la fonction T va permettre de transposer une base de données. Le DF1, il était comme ça. Mais nous, vous voyez que ça n'a pas de sens parce que les échantillons sont en colonne comme ça. Nous, on veut les avoir sous forme de séquence, comme ça, dans la longueur. Imaginez que si on prend cette table, on la transpose, donc on va avoir les échantillons en ligne et les séquences vont suivre. Donc c'est ça l'objectif. Donc il faut juste prendre cette table-là et puis on la transpose. Donc transposer cette table avec la fonction T. Donc on va dire DD égale à data frame, transposer le DF1. Donc si vous exécutez cette commande, ça va tout simplement transposer votre donnée. Vous voyez, au lieu que vous ayez 1400 observations, cette fois-ci, le nombre d'observations, les colonnes viennent en observation. Donc, vous avez 41 observations et 1400 variables. C'est souvent. Donc, il suffit de cliquer sur ça et vous allez voir que, vous voyez, la séquence SPT0D est là et sa séquence complète est là. SP3 aussi est là, on a accès à sa séquence. Donc, on a la séquence complète de tous ces éléments-là. Vous voyez, maintenant, on voit les échantillons en ligne et leur séquence suivent pour 1400 positions. Ok. Oui. Est-ce que c'est bon? C'est bon. Parce que c'est bon? Oui. Voilà, parce que c'est ça qu'on va utiliser après pour faire le DNA XP. Je ne sais pas si on aura le temps de le faire, mais la diversité nucléotidique, elle va être lancée facilement sur ça. Donc, tu vas exporter ces fichiers-là et puis tu l'amènes sur le DNA XP. Et puis tu vas pouvoir faire toutes tes analyses. Puisqu'ils ont la même taille, 1400 per base, et puis on va voir les résultats. Je ne sais pas si vous avez couvert le DNASP, la variable pi hier. Oui. Ça a été fait hier. Si, ça a été fait. Voilà. Donc il suffit juste de faire un write point table de cette information. Donc vous voyez write point table DD, le nom du fichier va être all data FASTA DXC. Parce que ça va être notre. On va les modifier sur la ligne de commande pour qu'ils deviennent un fichier FASTA. Donc on fait un write et là, cette donnée va être sauvée dans le passé. Si on a le temps, on va l'utiliser après pour faire pour calculer les variables pi des échantillons. Alors, ensuite, donc, ça, c'était le premier boulot qu'on devrait faire. Le deuxième boulot, maintenant, il faut merger les data frames qu'on a avec notre metadata. Le metadata, c'est quoi? C'est l'information comme quoi l'échantillon vient de tel village et l'échantillon fait partie du niveau R ou bien il fait partie du niveau D. C'est ça le metadata. Donc, on va dire ici que my data, on va toujours travailler avec les DF de base qu'on a, qui est là, chromosome, position, référence alternative. C'est ça notre départ, point de départ. Donc, on va les mettre dans my data. C'est bon? Oui. Maintenant, on va se débarrasser toujours de la colonne 3 et de la colonne 4. On a dit que quand on les met dans my data, la colonne 3 et 4 généralement ne sont pas analysées. 1, 2, cette fois-ci, la colonne 3 et la colonne 4, on n'en a pas besoin de faire. Ok, ça dépend du type de travail qu'on fait. Le premier travail qu'on faisait tout de suite, c'était les deux là dont on avait besoin. Mais tout de suite, ce qu'on va faire, on n'a plus besoin de ces deux là, mais on a surtout besoin du chromosome, la position et des nucléotides qui se trouvent dans l'intérieur. Donc ici, on va cette fois-ci se débarrasser de la position 3 et 4. Si on se débarrasse de ceci, on va transposer ça aussi et retourner cette table et le mettre dans my data. Voilà. Sous forme de data frame, on va observer ça. Voilà. Donc, vous voyez que ça, on a un truc comme ça.
chromosome, position, et puis les échantillons sont enrôlés. Donc l'idée ici c'est quoi? C'est de concaténer les positions au chromosome. Pourquoi? Parce que si on laisse seulement les chromosomes, les positions peuvent se répéter. Imaginez que cette position qui est pour le chromosome 1, qu'on les retrouve encore sur le chromosome 2 ou sur le chromosome 3, ça va porter à confusion. Donc c'est pourquoi il faut concaténer les positions avec le chromosome pour qu'on sache réellement qu'il n'y ait pas de confusion, qu'il n'y ait pas de duplication. Donc, pour ce faire, alors, on fait call, parce qu'on veut donner un call name à notre data frame. Ça, là, on veut lui donner un call name. Et le call name doit constituer, le call name doit être composé de ça et de ça. C'est ça l'objectif. L'objectif, c'est de donner un nom d'entête à ce fichier. Mais l'entête doit être la concaténation du chromosome et de la position. Chromosome, position, en tête. Chromosome, position, en tête. Chromosome, position, en tête. Pour tous les 1400. C'est ça l'objectif. Donc, moi, je l'ai fait comme ça. Call égale à rep, MA, and call my data. Donc, le nombre de colonnes de my data. J'essaie de créer une colonne, un truc vide qui va prédire MA, mais dont la taille va être 1400, c'est-à-dire le nombre de colonnes de my data. Alors, je vais parcourir les encode de my data. Donc, my data est là. Il est là. Ce que je vais faire, je vais le parcourir et à chaque position, je vais concaténer ça et ça. OK? Et concaténer en R, ça se fait avec la commande, avec la fonction paste. OK? Donc, for I in want to encode my data, le code de I va être paste. On va concaténer my data de 1 I. 1 I, ça va être ça. Première colonne, c'est ça. Et le I à ce niveau, ça va être ça. Donc, 1 I, c'est de récupérer ça et de le concaténer avec DI cette fois-ci. Donc, c'est 1 I et DI qui doivent être concaténés. C'est très simple. Donc, on fait paste my data, première colonne, de I, faire 2 points. Ensuite, transformer l'autre là en caractère parce que les positions sont en int. Donc, as caractère, my data cette fois-ci. Deuxième ligne, quand on regarde my data, la deuxième ligne, ce sont les positions qui se trouvent sur ça. Voilà. Donc, deuxième ligne avec I et on spécifie que les passes là, en les faisant, il n'y a pas de séparateur entre les variables qu'il faut passer. Donc, il faut directement les coller. Donc, en exécutant cette petite ce code de 3 lignes, ça va faire un grand bout. Donc, notre call maintenant, il suffit juste d'écrire call pour que vous voyez que call est devenu. Vous voyez? C'est maintenant concaténer, on a concaténé les chromosomes avec les positions. Chromosome, position, chromosome, position. Donc, partout, on a concaténé les chromosomes et les positions. Et c'est ça qu'on va utiliser maintenant pour être le call name de notre fichier. Donc, c'est là où on dit call name de my data égale à call. Donc, une fois que vous venez sur my data maintenant, vous voyez que le nom, chaque colonne a un nom. Et ça, vous pouvez voir que c'est ça plus ça qui constitue le call name. Ici aussi, c'est cette ligne plus cette ligne qui constitue le call name. Donc, on a pu avoir les call name, générer une liste de scripts pour tous les 1400. Encore une fois, si on ne fait pas ça, les numéros, les positions vont se chevaucher. Parce que c'est sûr que les positions du chromosome 1 vont se retrouver encore sur le chromosome 2, sur le chromosome 3, sur le chromosome 4. Donc, il va y avoir une confusion au niveau des positions. C'est pourquoi ça, c'est indispensable. C'est bon. OK. Pardon? C'est bon, un instant. Je pense qu'on va essayer de régler un peu les gens qui dorment. On va essayer de régler. Il y a des gens qui dorment, on va les régler un peu.
S'il vous plaît. Attendez, donc c'est trop compliqué jusqu'à ce niveau. Hein? C'est pas trop compliqué, mais c'est unilatéral. Est-ce qu'il ne voulait pas envoyer les gens, ils sont réveillés? Et pourtant, on est en train de le faire de la. Moi, je suis en train de le faire de la façon, pour moi, la plus simple possible. Maintenant, je ne sais pas si vous avez une autre méthode à proposer. On fait quoi? En fait, On fait comment? même s'il partage, tu cliques juste, tu vois, tout va être exécuté. Pardon, tu dois partager quoi? Il y a quelqu'un qui demande si tu veux partager la moitié qui a été faite. À la moitié qui a été faite. Oui. Oui, mais c'est pas que vous allez l'écouter, mais si vous écoutez, c'est que vous n'avez pas compris. Pas maintenant. Après, ça va être. Laissez vous laisser que les gens comprennent qu'est-ce qui a été fait avant qu'on les donne le script. C'est vraiment ça l'approche. S'il vous plaît, éteignez le micro. Ok, je pense qu'on va continuer. On a transformé notre premier data frame. On va l'émerger avec des metadata qui sont les informations sur les villages et puis la qualité d'échantillon. Donc, il est en train de préparer le fichier pour pouvoir l'émerger. Donc, il faudrait qu'on comprenne chaque étape qu'est-ce qu'on est en train de faire. Luis a dit si je veux faire. Voilà. Donc, je pense qu'on peut continuer. C'est sûr. Oui. Est-ce que tu peux, jusqu'à là où on a transposé notre data frame, le premier data frame, qui contient les séquences des échantillons, je pense que jusqu'à ce niveau, on avait l'essentiel de la salle avec nous. Donc maintenant, la deuxième phase qui a commencé, pour les métadata. C'est là où on a pas dit les gens. Exactement. Ouais. Est-ce que vous pouvez Là où c'est écrit matching, ici. Voilà, donc on reprend à partir de là-bas. Ok. D'accord. Donc, je vais encore peut-être me répéter. L'objectif ici. Alors, Oui. je disais, l'objectif ici, c'est d'ajouter des informations supplémentaires à notre donnée de génotype. Parce que vous vous rappelez les données de génotype qu'on a générées sur notre terminal, il n'y avait que le chromosome, la position, l'allèle alternatif, l'allèle des références, les génotypes pour les échantillons. Mais il n'y avait pas d'information, l'individu vient de quel village, ou l'individu était traité avec quoi, ou les patients avec quel âge, les patients étaient de sexe masculin, sexe féminin. Donc c'est tout ça on appelle les métadata. Donc il n'y avait pas de métadata dans notre VCF. Donc le challenge ici, c'est de pouvoir merger les données de génotypage avec les métadata pour nous permettre de générer les FST. J'ai dit que l'objectif ici, c'est de comparer les parasites qui sont collectés dans le village A aux parasites qui sont collectés dans le village B pour voir quelle est la différence. Donc pour faire ça, si on a que les samples liés dans les génotypes, on ne peut pas faire de FST parce qu'on va comparer quoi et quoi. Donc il faudrait ajouter les métadata pour pouvoir faciliter la comparaison, pour pouvoir constituer les clusters. Donc ce sont les métadata qui nous permettent de faire ça. Donc ici, c'est pourquoi on dit merging with metadata to add the location. Mais ça peut être autre chose. L'âge, le sexe, je ne sais pas, le traitement, le bras de traitement, tout ce que vous voulez. Mais ici, dans notre cas, c'est vraiment la location géographique qui nous intéresse. Donc c'est pourquoi les DF, DF depuis le début, là, si vous avez compris depuis en haut, vous voyez, DF là, c'est autre chose que notre data frame avec les 1400 positions pour les 14 chromosomes. Ça, c'est le DF initial. Tout le monde avait compris jusqu'à ce niveau, je pense bien. Oui. Donc, c'est à ça qu'on a ajouté le métadata. C'est bon? Oui. C'est pourquoi au début, on a récupéré
le fait de mettre myData égale à def, c'est qu'on a affecté def à myData. Donc, on a mis la valeur de def là dans myData. Ça, c'est bon. Oui. Exécuter ça, ça veut dire que df et myData, ils sont les mêmes. Mais généralement, quand on fait ce truc comme ça, c'est pour pouvoir apporter des modifications sur def sans pour autant changer les def. Les def va rester dans notre mémoire interne. Parce que peut-être qu'il pourra que plus tard dans l'analyse, on aurait besoin de df. C'est pourquoi on ne veut pas l'écraser. À chaque fois quand on a besoin de lui, on les prend, on les met dans une autre variable, on fait des modifications, mais la valeur de df va rester. C'est ça un peu l'objectif. Donc, myData égale à df et myData1, ça aussi, on dit que dans myData, on n'a plus besoin de l'allèle alternatif et de l'allèle. Non, myData. Dans myData ici, la première colonne c'est chromosome. La deuxième colonne c'est position. La troisième colonne c'est référence. La quatrième colonne c'est alternatif. Donc on n'aura plus besoin de ces deux colonnes. La colonne 3 et la colonne 4, on n'a plus besoin de ça pour merger. C'est des informations qui ne seront pas utiles pour nous pour faire le reste de l'analyse. Donc c'est pourquoi, juste en myData1, on va se débarrasser de la colonne 3 et 4. Ces codes-là, quand on écrit un code comme ça, entre crochet, virgule, quand on met -c, ça veut dire que toute la base de données sans la colonne 3 et la colonne 4. C'est ce que ça veut dire. Récupérez-moi myData, mais il ne faut pas retenir la colonne 3 et la colonne 4. Donc, quand on exécute ça, vous allez voir que myData va être sans l'information de la référence et l'information de l'allèle alternatif. Jusque-là, c'est bon. Oui. Bien. Ensuite, donc, on transpose. L'objectif de transposer, on ne peut pas regarder les FST sur les données qui sont comme ça. Il faut coucher les données. C'est-à-dire qu'il faudrait avoir les échantillons en ligne et les positions en colonne. Donc, c'est pourquoi on va transposer. T là, ça veut dire transposer. Donc, on va dire myData égale à transposer cette fois-ci myData1. Donc, quand on fait ça, myData va être une donnée transposée. Vous voyez, les données SPT là, ils étaient en colonne. Mais quand on transpose, ils deviennent de l'autre côté. Ça veut dire que les colonnes deviennent les lignes et les lignes deviennent des colonnes. C'est ça la transposition. Sans pour autant rien modifier. C'est bon? Oui. Ok. Donc, on les modifie en data frame. C'est pourquoi on met myData égale à data frame de myData. Donc, quand on les regarde comme ça, voici la donnée qui est transposée. Donc, c'est dit que ici, l'objectif, c'est de donner un nom de colonne à cette table. Mais vous voyez que c'est jusqu'à 1400. Imaginez qu'on avait les 1 million ici. Donc, pour donner des noms à 1 million de variables, ça ne va pas être facile quand vous voulez taper ça à la main, un à un. C'est pourquoi je vous ai dit que l'objectif, c'est de choisir comme nom de colonne la concaténation du chromosome et de la position. Pourquoi? Parce que les positions peuvent être répétées. Nous avons chromosome 1, chromosome 2, chromosome 3 jusqu'à chromosome 14. Donc, c'est possible que certaines positions soient répétées entre chromosome 1 et chromosome 3, ou entre chromosome 3 et chromosome 4. Donc, pour faire la différence entre ces répétitions-là, il faudrait choisir comme nom de colonne la concaténation du chromosome et de la position. C'est pas ça, ça c'est compris. Oui. Voilà. Et la concaténation, c'est comme on concatène cette information, la première ligne et la deuxième ligne. C'est tout le travail qu'on vous demande de faire. Un informaticien aurait pu écrire ces codes-là autrement. Mais ce qu'on vous demande de faire, c'est cette donnée-là, cette table-là, de choisir comme nom, de définir comme nom de colonne la concaténation de cette information et de cette information. C'est tout. Et moi, la fonction que j'ai utilisée, la fonction de R que j'ai utilisée, la fonction s'appelle PAST. On peut écrire PAST ici pour voir ce que PAST fait. PAST
Ouais, past, on regarde son résultat ici à côté, c'est concaténer string. Ça permet de concaténer les strings. Concaténer des choses, c'est quoi? C'est ajouter des strings. C'est comme si je dis je suis, le fait d'écrire je suis collé, c'est ça la concaténation. Donc c'est coller des informations, c'est ça la concaténation. Donc past permet de concaténer les strings. Et la syntaxe, elle est là. C'est ce que tu veux concaténer, et puis s'il y a un séparateur, tu le mets. C'est comme ça qu'on utilise la commande past. Donc c'est pourquoi j'ai utilisé cette fois-ci une boucle qui s'appelle for loop, c'est-à-dire louper sur toute la table. Je vais revenir. Ici, je parcours my data de la première colonne à la colonne 1400. Et de dire que si tu es au niveau de la première colonne, concatène la première et la deuxième ligne de la première colonne. C'est beaucoup de mots, mais pourtant c'est comme ça. Si on est dans la première colonne, il faut concaténer l'information qui se trouve sur la première ligne et la deuxième ligne, et tu le mets en index. Okay. Si tu es sur la deuxième colonne, il faut concaténer l'information qui se trouve sur la première ligne et la deuxième ligne, tu le mets sur l'index. Troisième colonne, information qui se trouve sur la première ligne et la deuxième ligne, tu le mets en index. Donc, c'est ce qui est fait au niveau de ces boucles. For i in 1 to n call my data, call de i égale past my data de n, ça c'est la première colonne, et de i avec 2 points, et as character my data de 2, donc ça veut dire la deuxième ligne maintenant, toujours de i, et il n'y a pas de séparateur. Et vous allez voir qu'en exécutant cette commande, vous allez voir que call, le tout va changer. Quand vous exécutez call, vous allez voir que call va contenir dans l'ordre les chromosomes et les positions. Chromosome, position, chromosome, position, pour tous les 1400. Est-ce que ça c'est clair? Oui. Donc si on a cette information dans call maintenant, on change call name my data pour dire call name de my data égale à call. Et essayez de cliquer maintenant sur my data, vous allez voir que les noms des colonnes ont changé. Vous voyez ici? Ici c'est ça, ici c'est ça, et tous les 1400 ont été changés. Okay. Mais s'il fallait faire ça individuellement, on n'allait pas faire tout de suite. Je suis désolé, mais là, on a besoin des scripts de programmation, honnêtement. On a beau expliquer ça, si on n'a jamais fait de programmation, ça ne pourra pas passer. C'est bon. Allez. Pardon? Il y a quelqu'un qui dit qu'un jour on deviendra pauvre. Inch'Allah. Donc, on est là. J'ai dit que my data, vous voyez, my data, les noms des colonnes sont bien constitués maintenant. Et on va se débarrasser de cette première ligne et de cette deuxième ligne qui nous ont servi pour bien constituer les noms des colonnes. Puisqu'on n'a plus besoin d'eux, on va se débarrasser d'eux. C'est pourquoi on dit DDD égale A sans la première ligne, sans la deuxième ligne. Donc dans DD, vous allez vous retrouver avec une donnée qui est comme ça, très propre. Les row names sont vos échantillons, les call names sont vos positions, et vous avez les 0, 1 à l'intérieur qui sont l'input. Et ça, c'est une donnée qui est prête maintenant pour être utilisée pour générer les FS. C'est bon? Ok. On est à 100% dans le bateau. C'est sûr. Est-ce qu'on est à 100%? Oui, oui. Dans le bateau. On a tout le monde avec nous. Ok. Ah, ça c'est bien. Donc, on continue. Mais jusque-là, vous voyez qu'on n'a pas mergé. On a mis nos données dans un format qui est prêt pour l'analyse, mais jusque-là,
les métadata ne sont pas venus. C'est-à-dire pour dire que l'échantillon SPT01 vient de quel village, pour le moment, il n'est pas là. OK? Donc, c'est pourquoi, jusqu'à ce niveau de MyData, on va observer notre MyData. Voilà. Vous voyez, jusqu'à ce niveau, notre MyData, il est comme ça. Vous avez l'ID, vous avez les positions avec les nucléotides. Maintenant, on va lire notre metadata qui se trouve dans ce fichier-là qu'on appelle list sample.txt. Donc, on va le lire dans list ID. À chaque fois qu'on vous voit fread, c'est pour lire un fichier qui se trouve dans votre ordinateur. Et le nom du fichier, il s'appelle list sample.txt. Et le fichier, il a un header. C'est pourquoi on a mis header égale à T. Donc, quand vous exécutez ça, vous allez voir que list ID est là. Vous avez un fichier qui est comme ça. Vous avez les ID dans la première colonne. La deuxième colonne, vous avez l'information par rapport au village, si c'est le village A ou le village B. La troisième colonne, vous avez l'information si c'est niveau 1 et niveau 2. J'ai dit que le niveau, c'est par rapport au village. Dans ce cas-ci. Si c'est le village A, c'est tous ceux qui sont dans le village A sont regroupés dans level 1. Tous ceux qui sont dans le village B sont retrouvés dans level 2. Et là, c'est vous-même qui consultez votre metadata parce que c'est vous qui savez quel échantillon vient d'où, le patient à quel âge, il est de quel sexe, il vient de quelle situation, il est de. Je ne sais pas. Okay. Le metadata, quand même, c'est vous-même, la personne qui a analysé les données qui connaît ça. Donc, puisque c'est mon TD, donc c'est moi-même qui ai mis ces trucs-là, de façon aléatoire. C'est bon? Oui. Ce metadata est compris. Le metadata aurait pu être différent de ça. Ça dépend toujours de l'objectif, de la façon dont vous voulez analyser vos données. Okay. Imaginez qu'on voulait analyser des parasites collectés après l'échec des médicaments. On a choisi un CTA qui s'appelle Quartem, et puis un autre CTA qui est Pyramax. On traite les patients du même village avec les deux médicaments. Et les parasites, on fait un suivi je ne sais pas, de 28 jours ou un suivi de 35 jours, je ne sais pas. Au cours du suivi, tout patient qui va être positif, on va dire day of failure, c'est ça? On va prendre ce parasite-là, on va les séquencer. Donc, on aura deux catégories de day of failure. Des parasites collectés, c'est des patients qui ont été traités avec le médicament A, et des parasites collectés avec des patients qui ont été traités avec le médicament B. Vous voyez que là-bas, on a deux groupes. Donc, au lieu de village A, village B, on aurait dû avoir les noms des médicaments. Et au lieu d'avoir location, ici, on aurait dû avoir drop. Comme ça, on met les médicaments et on sait c'est quel médicament. Je ne sais pas si vous voyez la façon dont on peut constituer le métadata. Parce que ça, c'est important. La base de l'analyse, c'est ici. C'est là où il faut tout définir. Qui est qui tu veux comparer et à quel niveau vous voulez comparer. Donc, le tout, c'est défini ici. Et FST, ce n'est qu'une comparaison. On veut comparer la diversité génétique des parasites. Le nom des chromosomes. C'est bon? Oui. Donc, list ID, on l'a exploré, on a tous compris notre list ID. Maintenant, on va merger notre list ID avec notre MyData, c'est fini. MyData était là, tout le monde avait compris jusqu'à ce niveau. On a les ID, on a les call names, c'est ça? Tout le monde a compris ça. Oui. Et maintenant, on va juste, pardon? Oui. C'est bon. Ah, je pensais qu'il y avait une question. Donc, on va merger cette information avec list ID. OK? Oui. Donc, cette fonction-là, MyData1 égale à merge list ID avec MyData by ID. Regardez, list ID, vous avez une colonne qui s'appelle ID. Tout le monde voit ça. Et quand vous regardez MyData aussi, vous allez voir qu'il y a une colonne qui s'appelle ID. Donc, le fait d'écrire merge, le fait d'écrire comme ça, merge des data frames by ID, donc ça veut dire qu'il va les merger sur la base des ID. Donc, vous exécutez ça, vous allez avoir MyData1. Cette fois-ci, il a ID, il a location, il a level, mais il a aussi
les positions avec les génotypes. Est-ce que c'est bon? Oui. Vous voulez qu'on reprenne? C'est juste une fonction MERS qui permet de mettre et dépasser. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Oui, Voilà. c'est bon. C'est bon. En fait, ce que je voulais juste dire à ce niveau, c'est que en même temps, le fichier, n'oubliez pas que le dernier dataframe qu'il a pris contenait encore nos données avec 0 et 1. Donc, si vous ne mergez pas dans la bonne direction, vous allez merger, effectivement, vous aurez les villages, vous aurez le level, donc vous allez vous ramener en arrière encore pour avoir les 0 et les 1 plutôt que les nucléotides. Exactement. C'est bon, on peut continuer. Good. Donc, vous voyez en bas, j'écris my data -FST égale à my data 1. Donc, ça veut dire que my data 1, c'est un type de données qui est arrangé, qui est propre, qui est prêt maintenant pour être utilisé pour calculer les FST. Donc, j'ai fait my data FST égale à my data 1. Donc, je récupère le contenu de my data 1 dans my data FST. Donc, ça, ce jeu de données-là, même si plus tard, je modifie my data 1 là, je sais que je l'ai sauvé dans my data FST, que je ne vais pas toucher, que je vais utiliser pour faire mes FST. Lui, il est là. D'accord. Mais pour faire les FST, on aura aussi besoin des positions et du nombre de snips pour générer les FST. Donc, c'est pourquoi ici, vous voyez, en en-tête, je vais vous donner les scripts. En en-tête, j'ai bien écrit dans les commentaires, generate list of SNP and chromosomes. C'est bon? Oui. C'est ce travail qu'on va faire ici. C'est pas beaucoup. C'est juste une dizaine de lignes de code. Ok. C'est ça qu'on fait pas. Oui? Comme tu as dit que c'est pas beaucoup, donc. Non, c'est pas beaucoup, c'est une dizaine de lignes de code. Les informaticiens sont d'accord avec moi que 10 lignes de code, c'est pas beaucoup comme. Ok. Donc, on continue. Ici, les code name, puisqu'on veut récupérer les SNP, on est d'accord que si on regarde my data comme ça, si on regarde my data, vous voyez qu'au niveau de my data, les SNP se trouvent dans les code name de my data. On est d'accord? Oui. C'est les code name de my data qui constituent nos SNP. Parce qu'un SNP, c'est quoi? C'est la position qui est plus le chromosome. Oui. Dans un génotype, quand on dit SNP, c'est single nucléotide polymorphisme. C'est ça? Donc, c'est un changement de nucléotide qui est fixe à une position bien déterminée. Et ça, pour donner le repère des SNP, il faut dire le chromosome du SNP, il faut aussi dire la position sur le chromosome. C'est ça un SNP. Sans ces deux là, il n'y a pas de SNP. Il faut le chromosome, il faut la position. Okay. D'accord. Donc, c'est cette information qui constitue nos SNP. C'est pourquoi on va récupérer cette information. SNP all va correspondre à call name de my data. Donc, ce sont les call names de my data qui vont constituer nos SNP. On est d'accord? Oui. Jusque-là, c'est bon? Oui. Oui. Hein. On se suit? Regarde. Oui, c'est Oui. bon. D'accord. Et quelqu'un peut me dire pourquoi on va se débarrasser des 3 premières colonnes? Vous voyez qu'on a fait, après, on a fait les 3 premières positions. Moins 1, 2, 3. Pourquoi on se débarrasse de? Regardez my data. My data est là. All names de my data. Ouais. My data. Ça, c'est une erreur. Ça doit être juste un. C'est un seul qui n'est pas là. Voilà. Donc, au lieu que ça soit un SNP all 1, 2, 3, c'est plutôt moins 1 sur. C'est seulement la première position qui n'est pas SNP. Regardez, dans my data, c'est seulement la première position qui est lignée. Les autres sont les SNP. N'est-ce pas? Ok. C'était une erreur qui était dans le code, puisqu'on est en train de l'exécuter ensemble. Donc, on fait.
Donc, SNP all, le ou SNP all, voilà. SNP all va correspondre à 1400. Vous voyez? Ici à droite, SNP all c'est 1400. Et on sait que c'est 1400 SNP, puisqu'on a pris 100 positions par chromosome. Donc, on a 1400 SNP. Alors, ici, on va. S, ça permet, puisque le nombre 1400, le fait de dire qu'on a 1400 SNP, ça veut dire qu'on va avoir 1400 chromosomes, 1400 au niveau de la colonne chromosome et 1400 au niveau de la position. Donc, c'est pourquoi, ici, en S, j'ai écrit rep, NA, length de SNP all. C'est juste de créer un vecteur qui est vide. Un vecteur qui est vide, mais qui va contenir 1400 éléments, qui va être prêt à recevoir des variables plus tard. Et O aussi va O égale à 1 à length SNP all aussi. C'est pour donner un numéro d'ordre à tous les SNP. Donc O, ça va être désactivé cette fois-ci. Quand on écrit comme ça, 1 à length de SNP all, c'est des 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc c'est d'avoir un vecteur qui a le nombre 1, 2, 3 jusqu'à 1400. Parce que une des choses est de créer les variables SNP, mais une autre chose est de dire quelle est la position du SNP. Donc il faut essayer de donner un ordre à tous les SNP. Si vous avez 1 million de SNP, il faut donner des SNP numéro 1 jusqu'à 1 million. Si vous avez 10 000 SNP, des SNP numéro 1 jusqu'à 10 000 SNP. Voilà. Donc, C, on va concaténer ces deux là maintenant. Vous voyez, C égale à la data frame de S et de O. Les deux informations qu'on avait créées au départ, on va les mettre dans un data frame et qui va, it will look like that. Donc, ici, vous allez avoir les SNP et ici, vous allez avoir les positions. 0 jusqu'à 1400 dans l'ordre. Ça, c'est important. Après, vous voyez, on dit, on va donner un en-tête à ces fichiers-là qu'on vient de créer, le C là. Donc, je vais dire call name de C, c'est chromosome et position. Donc, une fois que j'exécute ça, je viens réouvrir C, on voit que, voilà, on a chromosome et puis on a nos positions. Ensuite, tout ça, ça va être modifié tout de suite. On fait call. Cette fois-ci, notre SNP all était là. Les deux variables concaténées, on se rappelle qu'on les avait mis dans SNP all. SNP all, SNP all, SNP all. Voilà, il est là. Donc ça fait 1400, il a 1400 variables avec la concaténation des chromosomes et des positions. Donc maintenant, quand on fait SNP all, on va mettre tous les SNP all là dans le call. Et ensuite, utiliser cette boucle for là pour parcourir tous les éléments. Ça veut dire du premier élément jusqu'à l'élément qui se trouve dans la position 1400. Et essayer de récupérer, comme on l'avait dit, les substrings. Ça aussi, on peut faire point d'interrogation. Sub str pour qu'on voit la syntaxe. Comment est-ce qu'il faudrait appeler la fonction? Donc, vous voyez ici que pour utiliser substr, c'est substr entre parenthèses, le vecteur, virgule, la position de départ et la position de fin. Donc, si vous voulez couper un string en des petits morceaux, c'est substr, vecteur, virgule, position de départ, virgule, position de fin. Donc, c'est ça qui est utilisé ici. Voilà. Donc, on utilise ça pour constituer notre C. C, il est où? C, c'est un data frame. Vous voyez qu'on se retrouve avec un C où on a séparé les deux mêmes. Chromosome, position, chromosome, position, chromosome, position, dans le même ordre dans lequel on s'est trouvé. Parce que c'est l'ordre qui est le plus important. Quelqu'un aurait pu dire que pourquoi ne pas prendre depuis le début les chromosomes position qu'on avait depuis le début. Mais il se peut que les positions ne matchent pas. Et si vous faites une erreur entre les positions
et les nucléotides et les SNP, ça va attribuer un résultat à une position qui n'est pas de cette position. Encore une fois, ça c'est une des façons de faire ça. Mais ce même travail, quelqu'un d'autre peut le coder d'une autre manière. Donc c'est pourquoi avant d'écrire mon code, je vous explique qu'est-ce que je suis en train de faire. Donc c'est quoi l'idée finale, c'est d'avoir tous les SNP dans une colonne, leur numéro, leur chromosome et leur position, et pouvoir merger ça avec les data frames. Donc, Sleep All va définir, on va le regarder tout de suite. On a 1400 observations avec deux colonnes. La première colonne, c'est chromosome, la deuxième colonne, c'est position. Et ça, cet ordre-là, c'est le même ordre qu'on va retrouver dans notre data frame. C'est ça le plus important. L'ordre est très important. Parce que s'il y a un mismatch, vous mettez, ça va être un problème de correspondance. Donc ici, ce n'est pas commenté. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? For E, in want to enroll the SNP all. SNP all de I et la première position. Donc on est en train de toucher seulement à la première colonne. On veut juste prendre cette information. Soit 0,1, soit 0,2. C'est-à-dire que les chromosomes là, on ne veut pas avoir PF, tout ça. Parce que si au moment de plotter là, les PF là, ça ne va pas passer. Cette façon d'écrire les chromosomes avec Kukiman, quand on va faire le Manhattan plot, ça ne passera pas. Ok? Donc c'est pourquoi on veut se débarrasser de tout ce qui est écrit avant 0,1 et de tout ce qui est écrit après 0,1. Et de la même manière pour tous les chromosomes. Au lieu d'avoir PF comme ça, avoir chromosome 0,1, 0,2, 0,3. Donc, l'objectif de ces scripts-là, c'est pour se débarrasser. C'est pourquoi on fait un SAP STR. On commence à prendre de la position 7 à la position 8. Quand on regarde SNP all et quand on essaie de compter les occurrences, regardez P, c'est le premier caractère, F, deuxième caractère, 3, troisième caractère, 2, quatrième caractère, 7, cinquième caractère, underscore, sixième caractère. Maintenant, les 7 et le 8 vont correspondre à 0,1. Soit 0,1, 0,2, 0,3. En tout cas, c'est pourquoi c'est bon d'être consistant quand on veut nommer les chromosomes. Donc, nous, on va juste récupérer cette information qui se trouve au milieu. Comme ça. Soit 0,1, 0,2, 0,3 jusqu'à 14. Donc, ce code-là, c'est vraiment pour se débarrasser des autres. Donc, quand on fait ça, vous allez voir que SNP all, il est où? Il est là. Vous voyez? Les PF sont partis. On est soit avec 0,1. Et quand vous descendez tout en bas, vous allez voir 0,5, 0,7, 0,8 jusqu'à chromosome 14. OK. Et là, les SNP aussi, il va falloir les mettre en format numérique. Parce que ça, c'est l'une des exigences. La partie chromosome doit être caractère, mais la partie position doit être au format numérique. Donc c'est pourquoi on va parcourir tout SNP all aussi, essayer de mettre sous format numérique les positions. Parce que si les positions ne sont pas en numérique, on ne peut pas générer les invests. Donc ici, c'est pour, à ce numérique-là, c'est pour parcourir tous les éléments de SNP all, des positions, et les mettre en numérique. Et quand on finit avec ça, SNP all va diviser quoi? On regarde SNP all ensemble. Voilà, vous voyez SNP all. Donc c'est soit 1, soit 2, parce qu'on a mis en numérique, les zéros vont partir, soit 3, soit 4, jusqu'à 14. Les 14 chromosomes. Et les positions aussi sont là. Donc, à ce numérique, la première colonne, ça c'était déjà fait. Et ici, on va revenir sur MyData. MyData qui est là. Si on le merge, ça c'est le merging doit être fait avant qu'on mette
c'est quoi le name? Où est le merge? Merge. Je cherche là où on Tu a avais dépassé. dépassé. Pardon? Je l'ai dépassé? C'est un robot, c'est le passé. Voilà, c'est un peu. Oui, c'est un robot. Voilà, c'est là. C'est là. Donc, on était où? Voilà, on était là. Donc, il fallait systématiquement exécuter ça d'abord pour avoir my data sur ce format. My data égale à my data 1. Voilà, donc quand on met ça, my data 1 va devenir ça, 1, 2, 3, exactement. Et après, my data, et c'est là le fichier émergé. My data, vous voyez, on a ID, location, level, et puis les positions des slips qu'on avait pris tout de suite. Donc, slip all 2, slip all 2. Slip all 2 va devenir cette fois-ci, au lieu d'avoir chromosome position, on les aura sous ces formats. Mais le plus important jusqu'à ce niveau, c'est juste d'avoir ces slip all là. On aurait dû se débarrasser sans passer des arbres, puisqu'on a déjà les data frames prêts pour faire les FSI. Cette partie, on aurait dû s'en passer, il n'y a pas de problème. On peut s'en passer de ça. Si on a compris jusqu'à slip all, je pense que c'est bon. Aussi, il faut répéter ça. Je dis que l'objectif, c'est vraiment d'avoir, quand on regarde notre, ici, My Data FSD, il est où? Quand on regarde My Data FSD, on voit tout est clair. Mais pour plotter, les chromosomes auront besoin d'être écrits sous format 1, 2, 3, et les slips auront besoin d'être aussi sous format numérique. Donc, c'est ça le but de cet exercice-là. Sinon, depuis à ce niveau, avec My Data FST, là, on peut générer les valeurs de FST. Et sur, Oui. Avant qu'on parte sur la genèse des FST, jusque là, est-ce que c'est bon? Mais s'il y a des questions, on débat. Parce qu'il y a beaucoup de merging. En fait, chacun a sa façon de merger les données, d'interpréter les données, mais c'est un peu ça. Ok, il y a un commentaire. Ok, il y a une question dans le. Vous pouvez voir, il y a une question dans le commentaire. C'est vous? Oui. Vous pouvez voir, il y a Coco qui a laissé une question dans les commentaires. Une question dans Zoom. Hein? Dans le chat. Oui, chat Zoom ou de l'autre côté? Non, c'est seulement écrit, je lui ai laissé un commentaire qui n'a pas eu. Ok, certainement, il vous a envoyé. Pardon? Non, il m'a envoyé depuis. J'ai répondu à un de ses commentaires. Quand c'est l'autre Zoom, où est ce Zoom là aussi, il a envoyé? Non, il parle de tout de suite. Tout de suite. Tout de suite, hein? Oui. Ouais. Chat, c'est bon. Ouais. C'est bien ça. Les valeurs du métadata, ça dépend vraiment de l'étude, de ce qu'on veut faire et de ce qu'on veut comparer. C'est exactement ça. D'accord. On peut continuer. Ça va jusqu'ici avec la transformation des données. Oui. Ok, c'est bon. On peut continuer. D'accord.
Donc, maintenant, on va commencer à générer. Oui, c'est bon. Ok, on va générer nos. On va essayer de générer les FST et les plotter. Ok? Alors, pour générer les FST, on se rappelle des données qui étaient comme ça. Donc, j'ai dit que si les données sont comme ça, la première colonne, vous avez les ID. La deuxième colonne, qui est là pour dire c'est quelle location. La troisième colonne, pour dire c'est à quel niveau ça appartient. Et ensuite, vous avez les positions qui viennent avec les trucs. Ça, c'est une base de données qui est comme ça, est prête à être utilisée pour générer les FST. C'est bon? Oui. C'est pourquoi c'est cette variable qu'on appelle myDataFST qu'on va mettre dans matchRateData. C'est juste un nom de variable. Moi, quand je suis en FST, je donne des variables comme ça. OK? Donc, je mets myDataFST dans cette variable pour que si je le modifie, que j'ai toujours accès à myDataFST. C'est bon? Oui. Et ça, def2genin là, c'est quelque chose qui est retrouvé dans la librairie qui s'appelle SAL. HRF Stack. Tant que tu n'as pas ça, tu n'auras pas accès à cette fonction. Ok? Cette fonction, def2genin, c'est convertir un data frame et le mettre sous un autre format pour faire la génétique de population. Donc cette fonction, elle dépend d'une librairie bien spécifique qu'il faudrait avoir appelée dans les variables d'environnement avant de faire le travail. C'est bon? Oui. D'accord. Donc la syntaxe, c'est comme ça. Vous voyez que quand on regarde data comme ça, donc on va lui dire de tenir compte, de lire cette base de données sous forme de data frame, mais de ne pas tenir compte, puisque ça, ce n'est pas une donnée de géométrie. La première colonne, la deuxième colonne et la troisième colonne ne sont pas des données de géométrie. Donc, on va lire uniquement les données de géométrie, en disant que la ploidie, cette fois-ci, égale à 1. On se rappelle qu'on s'est débarrassé des 0, 0, 0, 1 et 1, 1. On a choisi qu'on ploidie soit 0 ou bien 1. N'est-ce pas? Oui. Notre génotype, il est soit 0, ou bien il est 1, ou bien c'est 1. Donc, nous sommes ici avec une ploidie égale à 1 pour faire le test, puisqu'on est sur le passage. C'est bon? Donc, on choisit ploidie égale à 1 et int names pour dire les noms des échantillons. Les noms des échantillons, c'est match l'ID. C'est-à-dire le dollar, c'est pour avoir accès à une colonne. Donc, ça, c'est la syntaxe assez bien. Donc, quand vous exécutez Magic, cette commande-là, elle va s'exécuter correctement. Et vous voyez que vous pouvez même faire un str là-dessus. Ça, Magic, vous voyez que ça vient sous forme de listes où plusieurs variables sont connues. Vous avez les tables qui sont là, log facteur est là, log.all est là, les noms sont ici, ok? Les lengths c'est 1400, vous avez toutes les informations qui se trouvent dedans. Mais nous, on va explorer encore davantage. On va calculer cette fois-ci et on va ajouter une variable dans Magic qui va s'appeler population. On va définir notre population. Magic était là. Vous voyez quand on ouvre Magic, c'est là. Est-ce que vous voyez population? Il n'y a pas de population. La partie elle est comment? Elle est nulle, non? N'est-ce pas? On n'a pas ajouté les populations. Est-ce que tout le monde voit ça? Oui. D'accord. Donc, nous, on va cette fois-ci dire que Magic population, c'est un facteur. Le fait que c'est de la même façon, les strings, les numériques, les booléens sont des types de variables en informatique. Les facteurs aussi, factor, c'est aussi un type de classe en R. OK? Donc, on va dire qu'il est égal à un facteur de level. Notre Magic Data, il est où? Il est là. Vous voyez les levels? On va lui dire que nos populations sont définies sur la base des levels. Cette commande-là, c'est ce que ça veut dire. Magic top égale à factor Magic Data colonne level. Voici Magic Data et voici la colonne level.
Donc, c'est la colonne level qui constitue nos populations. Nous, on a deux populations. Une population qui est level 1 et une population qui est level 2. C'est bon? Oui. Donc, on exécute cette commande qui va ajouter maintenant voilà. Vous voyez que pop, c'est les plus nuls, non? On les voit? Est-ce qu'on voit tout le monde voit maintenant que pop n'est plus nul? Mais au début, avant d'exécuter ça, pop c'était nul, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, pop n'est plus nul, il y a deux variables d'abord. Soit c'est la population level 1 ou bien c'est la population level 2. Jusque-là, on n'a pas fait des FS. On est en train de définir les choses. C'est bon? Oui. Voilà. Donc, la troisième commande, Basic Statistics, c'est là où on veut calculer les statistiques de base. Basic Statistics égale, ça aussi, Basic.stat, c'est une fonction. Et c'est aussi une fonction qui se trouve dans le même truc là, dans les AF7 là. Il est là-bas. Donc, on va dire qu'on va utiliser MagicGen, deploy false, puisqu'on a dit que notre truc est appuyé. Donc, deploy, on va faire false. Et on va dire que nos valeurs de FST, de récupérer jusqu'à 5 digits. C'est-à-dire 0,00005. C'est-à-dire avoir le tout, avoir 5 digits. Ça, tu peux le mettre à 2 digits, 3 digits, comme tu veux. OK? Donc, c'est là où on va générer nos statistiques de base. Ici. Donc, une fois qu'on clique sur ça, il va calculer. Ça a été rapide parce qu'on n'a pas beaucoup de positions. Ce n'est que 1400 positions. Si on avait 1 million de positions, ça n'allait pas être aussi rapide que ça. Donc, voici notre basic statistique avec tout ce que vous avez besoin. Les H0, les HS, qui est le degré d'hétérozygosie. En fait, vous avez beaucoup de métriques ici. Mais rapidement, les métriques que nous, on va utiliser ici, ça va être le métrique de FST. Puisque pour le moment, on commence avec FST. Donc, on va dire que FST égale à data frame, de basic statistiques, de perlog. Ça, c'est une façon de parcourir les listes. Encore une fois, la notion de programmation revient. Quand on a des listes, il y a une façon bien spécifique de parcourir les listes en R. Donc, basic statistics, c'est une liste. On peut mettre ici en bas, STR, pour voir la structure même de basic statistics. STR, basic statistiques. Vous le voyez, quand vous faites ça, il va vous dire c'est quoi. En gros, c'est quoi, on va arriver. C'est grand, hein? Voilà. Vous voyez, STR, des basic statistiques. Ici, vous voyez list of 7. Donc, c'est le type, la structure de cette variable, c'est une liste. Vous m'entendez? Vous recevez? Oui, intéressant. Les listes sont aussi des types de données en informatique qui ont une manipulation spécifique. Donc, vous avez des listes, vous avez des ints, vous avez des décimales, vous avez des chaînes de caractères, vous avez des types de variables booléennes. Donc, tout ceci, ce sont des structures dans les langages de programmation informatique et chacune de ces classes a sa façon d'être manipulée. Voilà. Donc, la commande basic statistique va créer une liste où il va regrouper toutes les statistiques de génétique des populations d'État. Et la statistique ou le métrique de génétique des populations qui est notre intérêt, c'est la partie perlog et FS. Donc, nous, on va récupérer ça dans une variable qui s'appelle FS. Jusque-là, c'est bon. Vous voyez, FST, les valeurs de FST vont venir. Ça, c'est pour les 1400 positions, nous avons les valeurs de FST. Il y a des valeurs négatives dedans, bien sûr. Il peut y avoir des négatifs, il peut y avoir des positifs. Vous voyez, ça, c'est les valeurs de FST pour les 1400 positions. Est-ce que c'est bon? On avait dit que les valeurs de FST varient entre 0 à 1. Plus c'est proche de 1, plus les parasites sont diamétralement opposés. OK? Plus ils sont proches de 0,
plus la diversité elle est très minime, plus les parasites sont vraiment similaires. Jusque-là, c'est bon? Oui. Alors, vous voyez l'intérêt maintenant qu'on avait créé notre SNP all. Les SNP all là maintenant, il suffit juste, puisque tout est dans l'ordre, il suffit juste d'ajouter notre SNP qu'on vient de générer à ça, les positions vont correspondre. Donc, on fait seulement FST égale à C des SNP all et des FST. Et vous avez votre FST qui est comme ça. Chromosome, position, et vous changez le nom ici pour faire call name de FST égale à chromosome, position, FST. Quand vous cliquez sur ça, et vous revenez sur votre FST, vous avez la table de FST avec les chromosomes, les positions et les valeurs de FST. C'est bon? On est presque. On va traverser la périmètre. Ouais. Ça, c'est passé. On est en train d'atterrir. Hein. Ouais, on est en train de- Là, on est en train de- Petit à petit, des données complexes de VCF, on est venu sur R maintenant, on veut au moins voir une figure quand même. Oui, Ou bien? ça. Jolie figure. Voilà. Bon, je ne sais pas s'il va être joli ou pas, parce que les données, on l'a amené de façon aléatoire. Oui, il y a beaucoup de missing dedans. C'est bon? Oui. Il y a trop de négatifs. Généralement, les valeurs négatives en FSI, on ne les plotte pas. N'est-ce pas? Oui. Donc, une fois qu'on génère les FSI, le gros boulot maintenant, ça va être de faire un plot, d'afficher, parce que là, en regardant ça, quelqu'un peut regarder pour sortir ici, dire que la plus grande valeur de FSI, c'est 0,11. Il se trouve à cette position sur le chromosome 4. Deuxième valeur de FSI, il est là, chromosome 12. Troisième plus grande valeur, chromosome 2, chromosome 8. Mais là, ça ne donnera pas de sens. Imaginez si vous avez 1 million comme ça, ça n'aura pas de sens. Donc, il faut le plotter sur une figure pour qu'on puisse voir sur quel chromosome la diversité génétique entre les parasites est plus élevée. Et si c'est le chromosome 14, est-ce que c'est parce que les parasites de ces deux villages-là, ils ont des sensibilités différentes par rapport à la chloroquine ou par rapport à l'antisoulate ou par rapport à un truc comme ça. Donc, c'est pourquoi on aime aller sur le truc de chromosomes parce qu'on connaît quels sont les gènes qui se trouvent sur les chromosomes. S'il y a un problème sur tel chromosome, on va dire attention, chromosome 7, il y a CRT là-bas. Attention, chromosome 4, il y a soit des FFR ou des DSPC là-bas. Donc, c'est là qu'on aime réfléchir en termes de chromosomes parce qu'on sait directement s'il y a un problème sur tel chromosome, on sait qu'il y a tel gène, ou il y a CSP qui se trouve sur l'autre. Donc, c'est la raison pour laquelle on aime voir les choses en termes de chromosomes. Mais encore une fois, ici, ça ne va pas être comme on s'attend comme dans un papier, parce que là, on s'est débarrassé de plus d'1 million de positions. Voilà. Moins d'1 million de positions, je pense. Parce qu'on avait 1 million de poussières, mais on s'est retrouvé avec 1400 seulement. Donc, pour plotter, il faut donner un numéro d'ordre à tous les SNP, de 1 à 1400. Alors, pour faire ça, on fait SNP égale à de 1 à 1 euro de FST. Et après, on fait MyDF, ça veut dire My Data Frame. On va essayer de concaténer cette information avec la première table de FST qu'on avait générée. On se rappelle qu'on a généré une table de FST ici. Elle est là. C'est bon? Donc, on fait MyDF égale à ça, et puis on va regarder à quoi ressemble MyDF. MyDF, il est là, vous voyez? Ça et ça va être différent. Parce que là, c'est le numéro d'ordre des slips maintenant. Ça, c'est le premier slip, deuxième slip, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Donc, on a donné un ordre à tous les slips, jusqu'à 1400. Maintenant, puisqu'on a dit qu'on ne va pas plotter les FST qui sont négatifs, donc il faut enlever les valeurs négatives. Pour enlever les valeurs négatives, on fait MyDef 1 égale filter MyDef de MyDef FST supérieur à 0. Et vous allez voir que la moitié des positions va partir. Vous voyez, on se retrouve avec 468 euros. De 1400, plus de la moitié est partie. Jusque-là, c'est bon. Oui.
on regarde MyDF1. Quand on regarde MyDF1, on fait un table des chromosomes. On va voir quels sont les chromosomes qui se trouvent dedans. Table de MyDF1 et des chromosomes. Quand on regarde, vous voyez, il y a le chromosome 1 qui est dedans, seulement 39 fois, le chromosome D 36 fois, le chromosome 3, le chromosome 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Au moins tous les 14 chromosomes sont dedans. Donc si tel est le cas, on va définir une variable qui s'appelle CHR qui va contenir les chromosomes. Donc les voici. CHR égale la concaténation de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jusqu'à 14. C'est bon? Oui. Et la syntaxe pour plotter les FST, c'est QQMan. C'est le Manhattan plot, c'est ce qu'on appelle le Manhattan plot. Et pour faire le Manhattan plot, on utilise celui-là, cette librairie qui s'appelle QQMan. C'est bon? Oui. Et la syntaxe, elle est toute simple. Hein? C'est QQMan, 2 points, Manhattan, notre DF1, qui contient l'information des SNP, des chromosomes, des positions, des valeurs de FST. Ensuite, on dit CHR égale à chrom, c'est-à-dire chromosome. PP égale à pose, ça c'est vraiment la syntaxe. Et les pi-values qu'on est en train, la plus petite valeur qu'on est en train de plotter, ce sont les FST dans notre jeu de données. Les PP, les P, les CHR sont des paramètres qui se trouvent dans Manhattan. Voilà. Et on va labeler les Y là, on va dire que ce sont les valeurs des FST. Et on va tracer un threshold, on va mettre notre threshold à je ne sais pas, 0,15, puisque la plus grande valeur, tout de suite, c'était combien? Ça ne valait pas 0,15. Ou ça valait 0, est-ce que ce n'était pas 0,11? Oui. Ça, on le définit en fonction de la plus grande valeur de FST que tu as. Ok? Ici, on va le mettre dans 0 à 0,15. Et puis le même, on va labeler pour dire que c'est le village A versus village B. C'est bon? On va essayer de plotter tout le travail qu'on a fait là depuis le matin jusqu'à maintenant. Là. On va voir ça. Il y a une erreur. On dit que figure margin tout large. Donc on dit que ça ne peut pas contenir dans l'espace que je vais réserver. Donc je vais augmenter un peu ici. Et espérons que quelque chose va venir cette fois-ci. Voilà. Bon, ça commence avec. Même si vous voyez depuis la figure? Oui. Fatoumata? Oui, on voit. Vous voyez? Il faut exporter. Bon, c'est juste la pratique. Ok? Ok. On voit qu'il y a les 14 chromosomes qui sont en bas, mais on peut essayer de retravailler la partie plot là pour essayer de regrouper tous les trucs, tous les FST qui se trouvent sur le chromosome 1 jusqu'à ce que ça fasse coloré par chromosome. Quoi. Mais il faut que je rentre dans les paramètres pour regarder après. Mais, grosso modo, si par hasard, notre threshold on l'avait fixé à 0,15, s'il y a certains qui sortaient. Par exemple, si on prend le chromosome 8, si au niveau du chromosome 8, beaucoup sortaient pour venir ici avec des valeurs de FST très grandes, on va dire que la différence des parasites entre les deux sites est, comment on va dire, is driven, Oui. donne-moi les termes, les ça veut, la différence est si par exemple sur le chromosome 8 des valeurs de FST plus grandes, c'est-à-dire on se retrouve avec des valeurs de FST de 0,5, 0,8, 0,9 ici sur le chromosome 8, on va dire que le gène qui est responsable de la diversité entre les parasites des deux populations se situe surtout sur le chromosome 8. Et on
peut même regarder la position pour savoir quel est le gène qui se trouve sur cette position. Et là, c'est le début de notre wet lab le travail de wet lab qui a commencé. Parce qu'on vient de mettre la main sur peut-être un potentiel gène qu'il faudrait investiguer davantage pour voir qu'est-ce qui se passe. C'est bon, on a compris une explication qu'il essaie de donner. Donc, s'il y avait, comme il a pris l'exemple du chromosome 8, si par exemple, on partait au-delà de notre threshold, donc on va dire que la diversité entre les parasites du village A et du village B sont chromosome 8 privé. C'est-à-dire ça dépend, sinon ça peut dépendre du chromosome 8. Et maintenant, on va beaucoup plus s'intéresser à ce chromosome pour voir la variabilité au sein de nos populations. Oui. Sur quelle base de données de série? Sur quelle base de données de série? Ok. C'est une question. Ok. Une question. Ma question va de ce qui vient de demander. Vu que dans le script, c'est nous qui avons mis sur celui-là des 0,15. Est-ce qu'il y a une possibilité qu'on ait des valeurs qui sont diverses? Oui, on va lui poser la question, mais déjà on sait que si ma plus petite valeur c'était 0,11 et j'ai même mon threshold à 0,8, ça va trop compresser mes données et je n'aurai pas une grande variabilité en fait. Juste des questions de tracé. Je vais passer à la question. Oui, la plus grande valeur c'est 0,11. Si on va au-delà de 0,11, notre graphique va être aussi bien visible. On ne pourra pas observer un très grand nombre d'individus. Donc le seuil qu'on donne est en fonction de la plus grande valeur pour qu'on ne perde pas certains individus. Votre écran? Oui. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on voit. Oui. C'est juste un exemple de quoi ça va ressembler pour les parasites. Vous voyez que le chromosome 14, ça va être épais parce qu'il y aura beaucoup de trucs là. Donc, on doit compresser les données, mais il faudrait comprendre que je suis dans la salle. Oui, tu es là. C'est un exemple de Manhattan plot comme ça. OK? Un Manhattan plot, vous voyez des thresholds, mais ça, c'est d'autres valeurs qui sont plotées. Ce n'est pas des valeurs de FST. C'est un exemple que je vous donne. Le plot, si on avait tout nos 1 million de SNP là, can you hear me? Oui. Si on avait tout notre 1 million de SNP là, on devrait avoir un truc qui se ressemble à quelque chose qui est comme ça. Mais ici là, ceux qui sont plotés en ordonnée là, c'est plutôt les blocs. Ils ont fait une modification des valeurs des FSI avant de les ploter. Tout ça, c'est possible. On peut modifier nos valeurs, essayer d'appliquer des valeurs logarithmiques et ploter et voir comment est-ce que ça va sortir. Mais généralement, je voudrais que vous voyez l'aperçu des Manhattan plots. Manhattan plots, généralement, c'est un truc qui va se présenter comme ça. Vous voyez chromosome 1, 2, 3, 4, jusqu'à chromosome 14. Et là où ça sort les thresholds, et le threshold est fixé en GenPop, il n'y a pas de valeur fixe définie. Dire qu'il y a au-delà de cette valeur, non, en fonction peut-être de beaucoup de calculs de probabilité que tu fais, tu peux fixer les thresholds pour dire que la valeur maximale de la diversité entre les parasites, je l'ai fixée à 0,25 avec des arguments solides. Donc si ton threshold, tu l'as fixé à 0,25 et tous ceux qui vont sortir au-delà de ça, vous voyez que tous ceux qui sortent ici, ils mettent des étoiles. Partout où ils mettent des étoiles ici, c'est des trucs qui sont sortis de leur threshold et ils les ont colorés en rouge. Tout ça, c'est possible avec le Manhattan plot. Mais puisque nous sommes dans un cadre beaucoup plus général, donc je donne un aspect beaucoup plus simplifié de la chose. Et parce que si on va se mettre dans tout ça, c'est compliqué. Voilà. Mais l'idée, c'est vraiment vous montrer comment est-ce qu'à partir des données de VCF, on peut générer ces FST et comment on peut l'interpréter. Back to you. Il y a une question, c'est quoi? Allez-y. Je vois dans les chats, ça parle beaucoup ici. C'est le chat. Peux-tu revenir sur l'explication de FST 0 vs 1? La question, c'est juste en bas. OK. Facteurs, integers, caractères, etc. correspondent à des types de variables d'arrière. En bas? En bas? Moi, je ne vois pas d'autre chose. En bas, c'est écrit peut-il revenir sur l'explication de FST 0 vs 1?
Non, peut-être que c'est un peu... Ok, donc la question, je te lis la question. Ok. C'est peux-tu revenir sur l'explication FST 1 vs 0? 1 vs 0. Hein? Versus 0. FST 0, FST 1. Quand c'est 0, quand c'est proche de 0. Ah, j'ai dit plus vous calculez vos matrices de FST, plus la valeur est proche de 1, plus les parasites, l'interprétation biologique, plus les parasites sont distants. Plus votre valeur de FST est proche de 0 ou égale à 0, plus la diversité elle est nulle entre les parasites. C'est bon? Ça, c'est de façon grosso modo. Mais puisque nous, on a généré les FST par SNP, par proposition. Donc, on va regarder les noms de tous les chromosomes. À quel niveau se situe notre diversité. Mais de façon globale, une valeur de FST, plus les FST est grand, plus les parasites sont divergents. Et plus les FST est proche de 0, plus les parasites sont similaires. Plus on a affaire à des parasites qui sont la même chose. Ok. Il y a une dernière. Et pourquoi ça peut être négatif? Pourquoi ça peut être négatif? Parce que c'est des valeurs de probabilité. C'est des valeurs de probabilité. Et là, il faudrait retourner, faire un peu de mathématiques. Nous, on voit FST directement, on le prend ici. Mais il y a tout un algorithme de génétique de population. Allô? Oui, on t'entend. Il y a tout un algorithme de génétique des populations qui est incorporé dans ces fonctions-là pour calculer les FST. Donc la formule exacte, je ne saurais le dire ici, sauf si je jette un coup d'œil dans mes cours de génétique des populations pour trouver la formule exacte de comment on calcule les FST. Mais il y a une formule. En fonction de la séquence, okay, on calcule la FST et c'est bel et bien possible que la valeur soit négative. Okay? C'est comme un A plus B, donc si tu fais les calculs, si la somme donne, si le résultat donne négatif, c'est bel et bien possible. Ok. Voilà. C'est la génétique des populations. Et tout le monde peut regarder, les ressources sont en ligne aussi pour voir comment est-ce qu'on calcule le FST en gène propre. C'est cool. Oui. Il faut afficher le Manhattan plot. Mon Manhattan plot ou le Manhattan plot du papier? Hein? Le nôtre. Le nôtre, hein? Oui. Donc, je vais dans pour nous, là, il ne faut pas l'interpréter hein, parce que ce n'est pas réel. Hein. Si vous voulez interpréter notre Manhattan plot, vous allez passer à côté parce que c'est pas. Vous voyez ce qu'on a fait. On a vraiment pris que. Vous voyez 39 positions seulement pour faire les Manhattan plot. C'est très petit. Okay. Vous voyez quand on a enlevé les valeurs négatives. On s'est retrouvé avec environ 30 positions par chromosome. Donc c'est très petit pour les Manhattan plot. Si vous voulez faire de l'interprétation biologique ici pour donner un sens à ça, avant que vous me posez la question, ce n'est pas la peine. Parce que ça, le but, c'est vraiment pour vous faire comprendre, pour que vous sachiez comment est-ce qu'on peut le faire. Okay. Voilà, maintenant vous pouvez poser la question. Merci pour le cours que tu es en train de faire. Donc, c'est des questions que je pose, mais c'est des questions que chacun d'entre nous aurait pu poser pour une meilleure compréhension. Donc, c'est vraiment un retour sur les fondamentaux. Par exemple, je vais poser une question peut-être bête que tout le monde aurait pu poser. Pourquoi on choisit chaque fois, quand on doit faire les FST en gène pop, pourquoi c'est toujours le Manhattan alors qu'il y a plusieurs charts, plusieurs graphiques et tout ça? Pourquoi c'est le Manhattan plot? Et puis, j'avais une question sur le seuil, mais je crois que tu en as parlé. Sur la base de quoi est-ce qu'on choisit un seuil, quoi?
est-ce que c'est pareil qu'en statistique, je vois quelqu'un qui est en train d'acquiescer en fait. Donc je pose la question. Est-ce que c'est comme en statistique où on a un alpha qui doit être supérieur ou inférieur à 0,05, tu vois, ce genre de choses. Mais tu en as parlé déjà, ça c'était la deuxième question. Et puis j'avais laissé juste un commentaire où tu avais dit, et ça c'est plus visible sur tes Manhattan plots que tu as affichés, on voyait des étoiles pour signifier la significativité. Là, tu aurais posé une question comme ça, comment on aurait pu l'interpréter? Est-ce que c'est dépendant du terme drive qui a été utilisé? Est-ce qu'on pourrait dire autrement qu'il y a un effet site qui a été observé à ce niveau-là, au niveau du gène 8? Je crois qu'il s'agissait du gène 8 que tu avais pris comme exemple. Et dans ces conseils, il fallait explorer en plus. Donc, c'est juste des commentaires, mais avec de petites questions, comme pourquoi le Manhattan plot, comment choisir le seuil, ce genre de choses. Vraiment des commentaires. Merci. Ok, merci beaucoup pour la contribution. En fait, Manhattan plot est beaucoup plus utilisé pour investir, surtout dans les domaines du palais. La majeure partie des papiers que tu vois, si c'est whole genome sequencing, et quand les gens veulent plotter les résultats d'investir, on utilise Manhattan plot. Moi, je me dis que parce que c'est relativement simple à expliquer comme plot. Tout de suite, quand on a vu le vrai Manhattan plot, un autre Manhattan plot qui était dans le papier, même à quelqu'un qui n'est pas de la science, quand vous lui montrez une figure comme ça, et que vous lui expliquez, c'est plus facile à digérer qu'une autre façon de représenter. Sinon, on aurait dû, d'autres peut-être vont préférer d'autres types de représentations, mais en tout cas, pour le peu que je connais, alors les gens utilisent le Manhattan plot pour noter les données de l'effet, surtout des whole genome sequencing. Pour aussi, on veut voir tous les 14 chromosomes. Je me dis peut-être que c'est parce que c'est plus facile à expliquer comme plot. Maintenant, en ce qui concerne les seuils, c'est que les discussions, même entre les statisticiens, la discussion est toujours ouverte. C'est pourquoi, généralement, quand les bioinformaticiens travaillent toujours avec les biostatisticiens. Et tout bioinformaticien calé, c'est-à-dire toute personne que vous allez voir qui est calé en bioinformatique, c'est que c'est quelqu'un qui a des connaissances très bien approfondies en biostatistique. L'exemple que je vais donner, peut-être, c'est Alfred qui est en Gambie. C'est un mathématicien pur et dur, mais qui sait faire parler des données parce qu'il a cette maîtrise de la statistique. Donc, encore une fois, pour définir ces seuils-là, il y a pas mal de statistiques qu'ils font, qui ne sont pas souvent publiées dans les papiers, qui sont peut-être données comme additionnelles resources, mais que peu de gens partent lire pour voir les techniques de probabilité qu'ils ont utilisées pour définir les seuils ou pour même définir les conditions pour filtrer les VCF. Parce que les VCF, vous voyez qu'au début, on avait 1 million de SNP. Mais tu vas donner ça à Alfred peut-être pour le faire, il va te dire non, on va poser des filtres. On va faire beaucoup de statistiques, on va filtrer les nombres de SNP, on va se retrouver peut-être avec 900 000, avec 800 000, des trucs comme ça. Donc c'est pourquoi j'ai dit, cette formation, elle doit continuer au niveau de tout un chacun. L'idée générale, c'est vraiment de faire apprendre de façon globale, montrer les outils aux uns et aux autres. Maintenant, pour être dans un cadre beaucoup plus pratique, dans le cadre de l'écriture des projets, de l'écriture des articles, ça, la formation donne un soubassement. Mais en réalité, ça doit continuer au niveau individuel. Encore une fois, les seuils sont définis, mais il y a beaucoup de probabilités, il y a beaucoup de statistiques que l'on fait avant de choisir ces signes. Voilà. Je ne sais pas si vous êtes satisfait de la réponse ou si vous avez des éléments de réponse pour vous-même à ajouter, mais ça, c'était ce que j'avais à dire comme élément de réponse. D'accord.
Merci, merci, c'est bon. C'est toujours une contribution. Donc, il y a une contribution. Pourquoi les FST peuvent être négatifs? Si on regarde un peu la manière dont les FST sont calculés, c'est une différence d'hétérozygosie sur de l'hétérozygosie. Globalement, c'est l'hétérozygosie totale au sein de la population qui est soustraite à l'hétérozygosie sur un groupe, qui a été calculée sur un groupe, qui est divisé par l'hétérozygosie totale au sein de la population. Ça veut dire que quand c'est négatif, ça veut dire que l'hétérozygosie au niveau du sous-groupe est supérieure à l'hétérozygosie totale. Et l'interprétation qui va en être faite, et qui fait que la plupart du temps, après on est obligé de filtrer cette hétérozygosie négative, ça veut dire que si par exemple on prend cette salle, on calcule l'hétérozygosie, on trouve que l'hétérozygosie, elle est d'une certaine valeur. Je prends un petit groupe, un sous-groupe, je calcule l'hétérozygosie de ce sous-groupe qui fait partie de la population totale, et cette hétérozygosie est supérieure à l'hétérozygosie de la population totale. Généralement, il y a un problème au niveau de ce sous-groupe. Peut-être que ce sous-groupe-là ne devait pas être un sous-groupe de la population totale. Il faut investiguer, est-ce qu'il y a des reproductions aléatoires qui se passent, comme tu l'as expliqué? Est-ce que tout ce qu'on a défini pour dire qu'il y a Aldewenberg ou pas? C'est pour ça que la plupart du temps, quand on a des FST négatifs, vu qu'on n'a pas encore investigué pour savoir au niveau de l'hétérozygosie, au niveau de la sous-population, pourquoi elle est supérieure à l'hétérozygosie totale, on fait un filtre sur ça. Concernant aussi les seuils, effectivement, c'est un problème majeur. Même la p-value qu'on admet à 5%, c'est une convention. Les seuils, c'est toujours conventionnellement qu'on peut les définir. Il y a une convention qui est plus ou moins acceptée par certains et qui peut être débattue ou discutée par d'autres. C'est-à-dire que globalement, si vous avez une FST qui est inférieure à 0,05, vous pouvez dire que la FST elle est faible. Entre 0,05 et 0,15, la FST elle est modérée. Et quand elle est significativement supérieure à 0,15, vous pouvez globalement admettre que la différenciation génétique entre les groupes elle est importante. Et aussi comprendre que le FST, on a l'habitude, peut-être par habitude de langage, de penser que c'est un paramètre de diversité génétique, mais c'est plutôt un paramètre de différenciation génétique. Et il y a une différence qui peut être assez énorme entre diversité génétique et différenciation génétique. Donc c'était juste quelques éléments que je voulais apporter. D'accord. Merci. Je pense qu'à ce niveau, j'avais une petite contribution aussi concernant les points sur lesquels on a eu cette discussion-là. Essentiellement sur les valeurs négatives, je pense qu'il a brossé le sujet, on a vu la formule hier. En fait, ce qu'il faut savoir, on a parlé des différents paramètres qui peuvent affecter chacun de ces métriques hier, si vous vous rappelez. Et on a dit qu'il y avait la taille de la population sur laquelle vous étiez en train de mener votre étude. Donc cette taille peut effectivement agir sur la différenciation génétique de la population à laquelle nous avons affaire. Mais maintenant, comme il a dit, quelles sont les causes, sinon les explications qui sont à la base de ces phénomènes, mais c'est surtout dépendant de la taille de la population qu'on va prendre. Ça, c'est un premier aspect. L'autre aspect, c'est concernant le Manhattan Plot. Je pense que quelque part, c'est un type de graphique qui permet de contenir une grande quantité d'informations et la simplifier pour qu'on puisse très facilement la catégoriser par. Si vous regardez ce graphique ici, ça, c'est un nombre assez élevé d'individus. Je pense que c'est 464 ou quelque chose de ce genre. Et si on avait affaire à toutes les données qu'on avait au départ et on devait les plotter quelque part, à un moment donné, les plotter par localité, les plotter par chromosome, vous aurez du mal à les présenter et à pouvoir donner une signification donnée. Et le Manhattan Plot est une sorte de graphique qui permet de vraiment catégoriser vos données et qui vous permet aussi de pointer le seuil et de dire à partir de tel niveau, dès que vous le dépassez, je considère qu'il y a un niveau de significativité. Et comme il l'a dit, le seuil, encore une fois de plus, le seuil il dépend des circonstances dans lesquelles vous êtes et aussi quelle est l'importance, parce que vous fixez un seuil très bas,
ou un seuil légèrement élevé par rapport à votre question de recherche. On le sait, il y a des études qui vont être menées en se disant que le seuil est significatif, on va le mettre à 0,05. Quelqu'un va dire non, moi, le phénomène que je veux vraiment voir, je vais être beaucoup plus précis, je vais l'amener à 0,001. Donc, cela varie selon les questions de recherche que nous avons sur la table. Mais sachons seulement que quand vous agissez sur le seuil de détectabilité, vous le rabaissez, vous augmentez la pression en augmentant aussi la taille de l'échantillon, sinon la masse de données que vous devez analyser et tirer vos conclusions. Donc ça, c'est l'apport que je voulais faire aussi. Ok. C'est bon? C'est tout. Je crois qu'on va libérer ces coups. Vous êtes fatigué. Si on fait FWS ce soir, dans quelques minutes, peut-être on peut couvrir une petite partie de la matinée de demain. Ou bien vous voulez qu'on arrête? C'est la dernière journée demain. On doit faire FWS. On doit